19h45, la barrière Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 4 septembre 2024. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba, a présidé ce matin les travaux entrant dans le cadre des premières journées médico-chirurgicales du service de santé des armées et de l'action des forces armées nigériennes. La première édition de ces journées est placée sous le thème « Le service de santé des armées et de l'action sociale des femmes face aux défis de l'autonomisation de la prise en charge des blessés de guerre. Nafisat Yahya, Ibrahim Abdou. C'est d'abord le médecin-colonel Ousmane Gazéré, premier médecin militaire nigérien qui a pris la parole en premier à l'ouverture des travaux des premières journées médico-chirurgicales du service de santé des armées et de l'action sociale des forces armées nigériennes. Occasion pour le médecin-colonel Ousmane Gazéré de faire un bref historique de la création du service de santé des armées et de l'action sociale des femmes. Créé au lendemain des indépendances, plus précisément le 1er août 1960, les forces armées nigériennes ont pour mission d'assurer la défense de l'intégrité du territoire national contre toute agression extérieure. Elles participent à l'œuvre de développement socio-économique de la nation. C'est ainsi que le service de santé des armées fut créé dans la même lancée et avait connu comme premier médecin-chef, un médecin militaire expatrié en 1961. Il a fallu l'année 1978, après le passage de 8 expatriés à la tête de ce service, soit pendant 17 ans, pour voir le premier médecin militaire nigérien nommé médecin adjoint encore à un expatrié. Dès lors, nous nous sommes attelés à rédiger les textes portant sur les statuts des médecins militaires nigériens. Prenant la parole à son tour, le directeur central du service de santé des armées et de l'action sociale des femmes, le colonel-major Boubacar Dodo, a lui rappelé le rôle important que jouent les forces armées nigériennes au sein du dit service. En effet, les forces armées nigériennes, à travers le service de santé des armées et de l'action sociale, participe pleinement à la prise en charge de la population nigérienne en vue d'améliorer sa santé, et cela à tous les niveaux de la pyramide sanitaire du pays, conformément au protocole de collaboration entre le ministère de la Santé publique et le ministère de la Défense nationale. Les infirmeries militaires ont un maillage national et sont présentes dans des zones très isolées où les formations sanitaires civiles sont absentes ou éloignées. Elles apportent une prise en charge adéquate aux militaires, à leurs familles et aux populations civiles vivant dans ces localités où elles sont implantées. Afin que cette prise en charge soit adéquate et vu le développement sans cesse de la médecine à travers la découverte de nouvelles techniques de diagnostic et de traitement, les défis sécuritaires engendrant de nouvelles menaces sanitaires et la nécessité de la promotion d'un cadre de recherche adéquat, la montée en puissance du service de santé des armées et de l'action sociale est plus que d'actualité. La tenue de ces premières journées médico-chirurgicales rentre dans la droite ligne pour atteindre des objectifs fixés par la hiérarchie militaire, dont le soutien indéfectible et permanent permettra à terme au service d'être à la hauteur de sa mission, qui est celle de veiller à la santé et au bien-être des forces armées nigériennes
et de la population civile. Pour atteindre ces objectifs, les forces armées nigériennes peuvent compter sur le soutien des plus hautes autorités, a rassuré le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, le général de brigade Mohamed Toumba, en ouvrant les travaux de ces assises. Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces armées nigériennes en général et celles du service de santé des armées et de l'action sociale en particulier, à travers l'accroissement des effectifs, des matériels et équipements de l'armée nigérienne, nous avons décidé d'accompagner fortement le soutien santé afin de prendre efficacement en charge nos blessés évacués des différents théâtres d'opération. Ce soutien s'étend aussi aux urgences médico-chirurgicales de routine au profit des militaires, familles et civils des quartiers et villages environnants de nos structures sanitaires militaires. Placé sous le thème « Le service de santé des armées et de l'action sociale face au défi de l'autonomisation de la prise en charge des blessés de guerre », l'objectif principal de ces journées est de contribuer au renforcement du partage de connaissances entre praticiens du service de santé, des armées des FAN, des autres hôpitaux et universités du Niger, de la sous-région ainsi que des régions africaines et européennes. Les fortes pluies qui se sont enregistrées ont occasionné d'importants dégâts matériels et de morts d'hommes. Selon la Direction générale de la protection civile, 273 personnes sont décédées à cette date sur l'ensemble du pays et plus de 710 000 personnes sinistrées ont été recensées. Le point des conséquences des inondations avec Hassan Saleh Mustafa. Cette saison de pluie 2024 en cours est exceptionnelle au Niger. Elle est exceptionnelle au regard des précipitations importantes enregistrées sur l'ensemble du territoire national. Les hauteurs des pluies ont atteint cette année la barre de plus de 200 mm. Toutes les 8 régions du Niger sont bien arrosées cette année et elles continuent à l'être. Malheureusement, ces fortes pluies enregistrées ont occasionné d'énormes dégâts matériels et des pertes en vies humaines dans toutes les 8 régions du Niger. Les régions les plus touchées sont Maradi et Tawa, avec respectivement 86 morts à Maradi, dont 17 par noyade et 69 par effondrement. Et à Tawa, 87 morts ont été enregistrés, dont 69 par noyade et 18 par effondrement, selon les données de la Direction générale de la protection civile en date du 4 septembre 2024. Au total, 273 personnes ont perdu leur vie cette année sur l'ensemble du territoire national, dont 121 par noyade et 152 à la suite de l'effondrement de leur maison. Selon toujours la Direction générale de la protection civile, 73 582 maisons sont effondrées dans toutes les 8 régions du Niger, affectant 94 783 ménages, touchant 710 767 personnes déclarées sinistrées sur l'ensemble du pays à la date du 4 septembre 2024, selon la Direction générale de la protection civile. Toutes ces personnes sont en train d'être relogées sur de nouveaux sites et assistées grâce aux efforts fournis par le gouvernement. Autres dégâts enregistrés, des bétails emportés qui sont estimés à 17 762 têtes et des greniers 60 920 dont les vivres qui sont évalués à 21,145 tonnes partis dans les eaux. Et justement, les inondations enregistrées au cours de cette saison de pluie ont conduit bon nombre de concitoyens à se poser 1001 questions sur les causes de ces inondations, notamment dans les centres urbains, à l'image de Niamey, la capitale. Au niveau des axes routiers, le manque des caniveaux sont mis en cause, comme au niveau de la voie dénommée 100 mètres. C'est un reportage signé Adam Ousmane. Les importantes précipitations enregistrées au cours de cette saison d'hivernage ont mis à rude épreuve non seulement les habitations de nombreux concitoyens,
mais aussi et surtout les infrastructures routières du pays, notamment à Niamey, la capitale. Entre autres infrastructures routières qui font le calvaire des usagers de la route et de leur environnement, se trouve le boulevard Tanimoun, lui connu sous le nom de 100 mètres, et pour cause. C'est au niveau des caniveaux qu'ils n'ont pas fait. Depuis qu'ils ont fait la route, on a pu dire qu'il n'y a pas de caniveaux. Sans des caniveaux, même si on a fait des goudrons, c'est comme si zéro. Au Niger, on a le problème si on donne la personne à un contrat pour faire des caniveaux. Au lieu de faire des dalles, ils vont construire des briques. Des briques ne font pas de caniveaux. Et puis tout un caniveau, si ce n'est pas grand, pour une grande route, ça ne peut pas se faire. C'est tout ça notre problème. Au lieu d'arranger, quand les périodes est finie, ils vont acheter la terrine pour donner contrat parents, amis et connaissances. Tu vois, ils vont venir verser de la terrine et puis mettre un peu du colta. Ils vont dire ça va aller. Quand la période de pluie est venue, le trouble va commencer. Ça cause beaucoup de dégâts, beaucoup d'accidents. Force est de constater que les espaces publics devant servir de nos jours à la construction des caniveaux sont anarchiquement occupés soit par des petits commerces, soit carrément occupés par des constructions érigées par certains concitoyens comme pour défier les autorités compétentes. Depuis que la mairie te donne l'endroit, le mairie ne te vend pas ça, il te met ça à l'occasion. Donc l'État, s'il veut sa place, quel que soit l'endroit, il a le droit de prendre ça. Il ne t'a pas vendu ça. Depuis le papier qu'il va te donner, de ton avis, il va te dire qu'il va te mettre ça à l'occasion. Ça, nous tous, on est conscients de ça. Et puis, on ne peut pas faire omelette sans casser des œufs. Alors l'intérêt général et commun doit primer sur celui individuel et mesquin, d'où la nécessité pour les autorités compétentes de prendre le taureau par les cornes en réparant ce problème de manque de caniveaux à certains endroits de la capitale afin d'éviter les inondations dans les années à venir. Le syndicat national des enseignants de base SNEB a tenu ce matin dans la salle de réunion de l'AFN son conseil syndical extraordinaire autour du thème prochain congrès ordinaire. Deux sujets sont au centre de conclave, comme l'explique le secrétaire général du SNEB en marge de cette rencontre. Écoutons les explications de Samna Aliou Hassan. D'abord, notre organisation est en train de préparer son congrès ordinaire, 8e congrès ordinaire. Et également, comme vous le savez, notre pays, le Niger, est dans un contexte tout particulier, le contexte que vous connaissez. Ce contexte de vraiment la souveraineté, du patriotisme, qui devrait nous amener au niveau donc, de notre organisation, à voir comment nous pouvons contribuer à faire en sorte que notre système éducatif également puisse sortir de situations difficiles. Ce contexte d'insécurité, de rareté des ressources, devrait nous amener à réfléchir avec l'ensemble de nos délégués venus de toutes les régions de notre pays, afin que nous puissions faire des résolutions et des recommandations à l'intention du ministère, du gouvernement et du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Vous avez vu la mobilisation que nous avons pu faire autour du SNEB et à travers la représentation de toutes les régions de notre pays. Notre organisation syndicale se porte, disons, à merveille. Et le SNEB a toute responsabilité avec ce contexte et est en train de voir comment nous allons améliorer les conditions de vie et de travail de nos enseignants, de nos camarades enseignants, tout en restant dans la souveraineté, tout en restant dans l'esprit patriotique. Voilà, place à présent au rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire dont le numéro d'aujourd'hui porte sur la complicité en droit pénal nigérien, un thème abordé par Maître Ahmed Maman. Il est avocat à la Cour. Très bonne réception à vous.
Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique sur la complicité. La complicité est prévue par l'article 48 et l'article 49 du Code pénal. Il faut entendre notamment par la complicité, c'est tout agissement d'un individu, en tout cas qui concourt à apporter son aide ou son intelligence à la commission d'une infraction. En termes de français facile, voilà ce qu'on peut en tout cas retenir comme définition de la complicité en matière pénale. Donc c'est une infraction en réalité, la complicité c'est une infraction en réalité qui est empruntée d'une infraction principale. Pourquoi empruntée d'une infraction principale? Parce qu'il faut qu'il y ait une infraction commise par un auteur principal pour parler de la complicité ou d'un complice. S'il n'y a pas d'infraction principale, on ne saurait parler de complicité. Il faut que l'infraction reprochée à l'auteur principal soit caractérisée, soit en tout cas constituée pour qu'on puisse aussi établir la complicité d'un individu. Et donc c'est pourquoi en matière pénale, on appelle cette complicité une infraction d'emprunt. On suppose qu'elle est empruntée d'un fait principal. Donc la complicité a trois éléments constitutifs, comme pratiquement toutes les infractions. Il y a l'élément légal, l'élément intentionnel et l'élément matériel. S'agissant de l'élément légal, c'est qu'elle doit être prévue par la loi. C'est la loi qui prévoit la complicité, c'est cela l'élément légal. L'élément intentionnel, c'est en tout cas apporter son concours à la commission d'une infraction avec intention, donc avec connaissance de cause. C'est cela l'élément intentionnel. Maintenant, s'agissant de l'élément matériel, là aussi, le Code pénal, notamment à son article 48 et 49, a fait pratiquement une liste des éléments matériels qu'on peut retrouver dans la constitution d'une complicité. C'est notamment l'aide et assistance, fourniture des moyens, provocation ou instigation. Il faut entendre par aide ou assistance, par exemple, je vais vous donner un cas concret où il y a des acteurs ou des auteurs qui entendent commettre une infraction. Je prends l'exemple de deux personnes. Une personne, par exemple, va à la rencontre d'une autre personne dans le but de mettre fin à sa vie et demande à une seconde personne de faire le guet, d'attendre dehors pour surveiller le mouvement des gens. Donc, la personne qui attend pour surveiller les mouvements des gens est complice, et parce qu'elle apporte son aide à travers le guet. Voilà ce qu'on peut retenir du premier élément, en tout cas matériel, qu'on peut retrouver dans la complicité. Il y a également la complicité par fourniture des moyens. Il y a un auteur principal qui accepte de commettre le forfait, par exemple qui accepte de tuer, et une seconde personne qui accepte de lui fournir l'arme. Et là aussi, il faut le préciser, c'est en connaissance de cause. Par exemple, quand vous partez au marché, vous payez un couteau dans le but de mettre fin à la vie de quelqu'un. À partir du moment où le commerçant qui vous a vendu le couteau ne sait pas que c'est pour commettre une infraction, on ne saurait dire qu'il vous a fourni, en tout cas, le moyen en connaissance de cause. Il va falloir déterminer si le moyen qui vous a été fourni l'a été en connaissance de cause. C'est en sachant très bien que c'est pour commettre l'infraction que ce outil, ce moyen vous a été remis. C'est en ce moment qu'on peut parler d'infraction ou de complicité. En dehors de ces deux cas, notamment aide et assistance, fourniture des moyens, il y a ce qu'on appelle la provocation ou instigation de l'infraction. Parce qu'on peut être dans une situation où, soit à travers des dons, on fait des promesses, on peut menacer quelqu'un pour qu'il puisse commettre une infraction,
on peut abuser de notre autorité ou de notre pouvoir pour amener une personne à commettre une infraction. On peut utiliser des machinations ou des artifices, en tout cas toute une intelligence pour amener un individu à commettre une infraction. Donc si cette personne commet l'infraction, c'est que nous, on peut être poursuivi pour complicité parce que nous avions utilisé soit notre pouvoir, soit notre intelligence, on a provoqué cette infraction, donc nous sommes complices par instigation ou par provocation. Donc voilà en gros pour ce qui est des différents éléments, en tout cas les éléments matériels de la constitution de la complicité. Autre chose peut-être à savoir, c'est la répression. Vous savez pertinemment qu'à partir du moment où c'est une infraction qui est prévue par la loi, c'est qu'elle doit aussi être réprimée quand elle est commise. Le code pénal a prévu comme répression de la complicité, la complicité est punie de la même peine que les auteurs, ou le complice est puni de la même peine que les auteurs du crime ou du délit. Que ce soit un délit qui est en cause ou un crime qui est en cause, le complice est considéré du point de vue de la peine comme l'auteur même principal qui a commis le crime ou le délit. Donc voilà pour ce qui est de la répression en matière de complicité. Maintenant, ce thème peut nous amener à aborder ce qu'on appelle la théorie de la complicité donc le complice du complice. Parce qu'on peut être complice du complice sans être lié à l'auteur principal. Par exemple, l'auteur principal qui accepte de commettre le forfait, lui est lié par celui qui fait le guet. Maintenant, celui qui fait le guet peut être lié par une autre personne à qui il demande de lui fournir le moyen, et en connaissance de cause, mais que cette personne qui doit fournir le moyen, en tout cas là, du crime, n'a aucun lien avec l'auteur principal. Cela veut dire qu'il est complice, cette personne, elle est complice de la deuxième personne qui fait le guet, et c'est en ce moment qu'on a élaboré cette théorie de complicité, de la complicité, complice du complice, et on s'était posé la question de savoir si la complicité de la complicité, le complice du complice est aussi poursuivi et réprimé. Effectivement, la jurisprudence, elle est abondante dans ce sens. Toute la chaîne de la complicité est réprimée à condition que ça soit, en tout cas, que les agissements soient faits en connaissance de cause, parce que c'est une infraction en tout cas intentionnelle. On ne peut pas poursuivre quelqu'un par omission s'agissant d'une complicité, c'est une infraction active, et donc toute la chaîne de la complicité est réprimée par la loi. Donc en dehors de cette théorie à laquelle nous amène ce thème, peut-être c'est de glisser un peu sur la complicité qui est prévue par la loi portant sur les manifestations sur les voies publiques. Vous allez sans nul doute constater que dans cette loi, on parle des organisateurs de la manifestation, et donc du point de vue de la loi, on dit que ces organisateurs sont considérés comme complices des actes répréhensibles qui seraient commis pendant la manifestation. On a eu ces débats à un moment donné devant des juridictions, où les juridictions avaient comme interprétation de l'existence d'une complicité automatique, donc qui n'a rien à voir avec les éléments classiques que nous connaissons, que je viens de citer tantôt, de l'article 48 et 49 du Code pénal. Mais la Cour constitutionnelle a pratiquement recadré cette position de nos tribunaux en disant clairement qu'il n'existe pas de complicité automatique, et obligatoirement il va falloir revenir vers les moyens classiques, les éléments classiques qui sont prévus par le Code pénal pour prouver. Les organisateurs, par exemple, de manifestations publiques, en tout cas pour une manifestation au cours de laquelle il y a eu des agissements, des actes qui ont été posés, des actes répréhensibles, ils ne sauraient être en tout cas complices sans pour autant qu'on puisse établir qu'ils ont soit fourni les moyens, qu'ils ont soit provoqué ces infractions, notamment à travers peut-être des réunions avec des gens qui ont brûlé des pneus, avec des gens qui ont fait ceci, cela. Donc finalement, la Cour constitutionnelle a recadré le débat pour nous ramener encore dans le Code pénal et dire
c'est toujours ces éléments qui sont appréciés, sinon on ne saurait parler de complicité automatique.